Hier, après le colloque, je prends le tram numéro 94, je remonte la ligne et je vois un arrêt Guillaume de Greef. Donc je me suis dit que j'étais sous une bonne étoile. Et effectivement, je me suis aperçu en regardant dans mes archives qu'il existait une avenue de Greef inaugurée le 5 décembre 1924 à Bruxelles, c'est-à-dire immédiatement après le décès de cet homme qui était à la fois juriste, politiste, économiste et sociologue. Alors, comment j'ai découvert de Greef, qui ne semble pas très connu en France, mais qui ne semble pas davantage connu en Belgique? Eh bien, en fait, tout commence en 2008, lorsque j'explore les classiques de sciences sociales, un site québécois, voulant parfaire ma connaissance d'Émile Durkheim, et je tombe sur un texte d'Émile Durkheim que je lis, et qui s'appelle « La science sociale selon de Greef », publié en 1886. Voilà. Donc ça fait référence à un livre de Guillaume de Greef, publié la même année, 1886, qui s'appelle « Introduction à la sociologie ». Et donc le texte de Durkheim est publié dans la revue philosophique. Et c'est le jeune Durkheim, il a 34 ans, il enseigne probablement encore dans un lycée, il a très peu publié, il doit avoir 3 articles dans la revue philosophique. Et il est contemporain de Guillaume de Greef. Ils ont 10 ans d'écart, puisque Guillaume de Greef publie son premier livre de sociologie à 44 ans. Alors, la même année, d'ailleurs, de Greef publie un autre ouvrage qui n'entre pas dans la recension d'Émile Durkheim, qui est l'ouvrière dentelière en Belgique. Alors, de Greef commence en fait sa carrière de théoricien. Il a son actif 2 autres livres, un publié en 1883, qui est Le budget et l'impôt en Belgique, et un abrégé de psychologie, qui est une introduction à Spencer, qui a été publié en 1882. Alors, que nous dit Durkheim? C'est intéressant cet article parce que je trouve qu'il est une bonne entrée dans la pensée de Guillaume de Greef. Il commence par un résumé de sa pensée relativement fidèle et il affirme son accord. C'est-à-dire que la sociologie, son problème, c'est de s'affirmer comme une science indépendante des autres, qui a son propre objet. Son propre objet sont des phénomènes sociaux spécifiques qui ne sont pas réductibles à d'autres, qui ne sont pas réductibles à la biologie, qui ne sont pas réductibles à la psychologie, tout en se hissant au-dessus de ces 2 disciplines. Parce que De Greef, tout comme Durkheim, est très kantien et très positiviste, et Kant est vraiment la base de leur philosophie, et Kant imaginait une hiérarchie des sciences. Cette hiérarchie est poursuivie par De Greef, qui met tout en haut de cette hiérarchie la biologie, puis la psychologie, et enfin au-dessus de la psychologie, la sociologie, qui est une espèce de philosophie générale de toutes les sciences particulières. Donc là, nous avons vraiment un accord qui fonde la base commune entre Durkheim et De Greef. Je dirais qu'à ce moment-là, Durkheim c'est le De Greef français, et De Greef c'est le Durkheim belge. Et donc, ils sont tous les deux d'accord sur les limites d'Auguste Comte. C'est-à-dire que Comte n'a pas été jusqu'au bout de sa démarche, il n'a pas été jusqu'à démontrer ce qu'il prétendait vouloir démontrer, à savoir la spécificité de phénomènes sociaux relevant d'une science indépendante et nouvelle. Donc, quelque part dans cet article de Durkheim, il y a un hommage à De Greef, mais le jeune Durkheim, qui n'a pas encore soutenu sa thèse, qui n'a pas encore écrit de la division du travail social qui datera de 1893, donc 7 ans plus tard, cerne bien les limites de l'œuvre de De Greef. Il le juge trop pressé, il est trop empressé, ses conclusions sont prématurées et sa manière d'amorcer les choses sont simplistes. Alors il en donne 2 exemples. Premier exemple, c'est le contractualisme. C'est-à-dire que ce qui fonde la différence entre les phénomènes sociaux et les phénomènes d'un autre ordre, c'est que les sociétés humaines ont la conscience de ce qu'elles accomplissent. Et cette conscience permet de contractualiser. Il utilise des expressions, d'ailleurs, dans son livre « Introduction à la sociologie », alors que la biologie, par exemple, montre des corps qui se contractent.
À l'inverse, le corps social, il est très organiciste et l'analogie avec le corps réapparaît souvent. Le corps social, lui, contracte. Et ce qu'il affirme contre Rousseau, c'est que le contrat n'est pas au fondement de la société, mais à son couronnement. Et là, Durkheim fait remarquer qu'il y a une contradiction logique. On ne dit pas d'un organisme qui se caractérise par ce qui le termine, mais par ce qui le fonde. Alors ça, c'est le premier désaccord, dû, selon Durkheim, à l'empressement de Graefe de vouloir conclure que la sociologie existe déjà alors qu'elle est en construction. Puis le deuxième reproche adressé à De Graefe, c'est son économisme. Le fondement de toute société humaine, selon De Graefe, c'est son accès aux ressources, son accès aux moyens de subsistance. Et là, Durkheim dit, mais pourquoi l'économie plutôt que la famille ? C'est-à-dire plutôt que les formes élémentaires d'organisation sociale et plutôt que la sympathie qui peut unir les atomes sociaux entre eux. Alors là-dessus, je ferai une petite remarque personnelle, c'est que Durkheim n'est qu'à moitié sincère. Non pas qu'il ait tort dans ses critiques, et notamment dans le fait que De Graefe ne cite pas suffisamment ses sources, mais lui-même, Durkheim, dissimule une partie de son inspiration, à savoir Adam Smith, et la théorie des sentiments moraux, qui inspire justement sa critique et sa suggestion de conclure que le lien social se passe par la sympathie. Et ce n'est pas la première fois, parce que dans un bouquin ultérieur, Durkheim, lorsqu'il écrit les règles de la méthode sociologique, parle de la main invisible, parle de la réduction par les économistes à l'économie, sans citer Adam Smith. Donc là, on a, je dirais, de part et d'autre, une manière d'agir qui n'est pas totalement sincère. Alors, j'en étais là en 2008, et très intrigué par ce sociologue belge, j'écris à Claude Javot, qui me répond en me disant c'est très bien de travailler sur De Graefe, parce que même en Belgique, personne ne le connaît. Et il m'envoie la photocopie d'un article qui traite de Graefe. Bon. Alors, je reviens à De Graefe, et donc j'établis toute une bibliographie sur la biographie de Graefe. Et donc je viens à Bruxelles, je rencontre Pierre, je lui dis tiens, notre colloque ce belge, figure-toi que là j'ai une liasse, je vais présenter toute une liasse de titres, et est-ce que tu pourrais m'aider à y accéder? C'était l'ULB, donc on va aux archives de l'ULB, et donc j'accède enfin à tout ce dont j'avais trouvé la référence sur Internet. C'est très bien Internet parce qu'on a toutes les références bibliographiques, sauf qu'on n'a pas encore accès aux documents, donc il faut tout de même se déplacer pour en avoir les photocopies, et je peux enfin travailler à partir de plusieurs articles de revue, notices nécrologiques, notices de dictionnaire sur De Graefe, en plus de ces livres qui sont accessibles. Alors je vais vous dire tout de suite, parce que sinon j'ai oublié, si vous voulez lire De Graefe, vous avez un livre sur la sociologie qui est téléchargeable sur les classiques des sciences sociales, le site québécois. Vous avez sur la Bibliothèque de France le site Gallica, qui a mis en ligne la Dentelière en Belgique, l'introduction à la sociologie. Également, vous trouverez son éloge d'Élisée Reclus. Et puis en fait, vous aurez vite les limites, puisqu'il faut aller dans la bibliothèque pour trouver des livres tels que la Constituante, par exemple. Mais par contre, si vous voulez, je les ai numérisés là. Donc si vous voulez obtenir des livres, vous allez me consulter, je vous les ferai glisser sur votre disque dur. Alors, De Graefe, il est né à Bruxelles en 1842 d'un milieu catholique pratiquant, mais, précise-t-il, par habitude. Il est né en 1842, c'est-à-dire il y a 171 ans, et il mourra toujours à Bruxelles en 1924, à l'âge de 82 ans. Son père est un musicien pauvre qui ne peut pas prendre en charge son éducation. De ce fait, très jeune, il est pris en charge par son grand-père, et c'est son oncle maternel qui lui paiera des études à l'Athénée de Bruxelles, c'est-à-dire au lycée. En 1959, il entre à l'Université libre de Bruxelles à 17 ans, et il en sort en 1866 à 24 ans avec un doctorat de droit. Alors, durant ces années d'humanité, il va lire beaucoup les socialistes, il va lire Proudhon, donc il va avoir une première initiation, et en même temps il sort avec un bilan assez négatif de ses années lycée, en disant quelle vacuité, finalement sa culture, il ne doit qu'à lui-même, et surtout un de ses condisciples qui deviendra plus tard
professeur d'université, c'est Hector Denis. Donc lui et Hector, Guillaume et Hector, vont s'engager très tôt, puisqu'ils vont rencontrer Pierre-Joseph Proudhon, qui était réfugié à Bruxelles à l'époque, en 1860, donc il a 18 ans. Il s'engage dans l'athéisme, puisqu'il prononce l'éloge funèbre d'un de ses camarades au cimetière. Il déclare « Dieu n'existe pas » devant ses professeurs atterrés. Et il rêve d'enseigner à l'université. Sauf qu'il fait des études de droit et qu'il ne le prépare pas directement à l'enseignement à l'université, mais à la profession d'avocat. Et il est avocat en 1866 à l'âge de 24 ans. Mais il a rencontré les socialistes, il a adhéré à la Première Internationale, et donc il se fait avocat des pauvres et avocat des ouvriers. Et il dirigera plusieurs revues socialistes. Il a collaboré à une revue française, La Rive Gauche. Il a dirigé une revue qui s'appelle La Liberté, jusqu'à ce que celle-ci cesse d'être publiée. Et donc, pendant une quinzaine d'années, il va à la fois travailler comme avocat au service des ouvriers. En même temps, il va écrire des pamphlets, il va écrire des articles dans des revues socialistes. Et en fait, il y a toute une gestation intellectuelle qui va durer à peu près depuis le moment où il est avocat jusqu'à son premier ouvrage scientifique de 1882. Il y a à peu près une période de 16 ans durant laquelle il refait son éducation politique. C'est-à-dire qu'il va reprendre ses lectures, il va lire Comte, Spencer, et on aura la trace dans tous ses ouvrages. Il va relire Proudhon, Darwin, et même mieux, ça me semble intéressant pour comprendre le sens de son œuvre. Pendant 2 années, il va suivre à l'université des cours de physiologie. C'est important à comprendre parce que son modèle reste celui des sciences naturelles et son approche de l'organisation sociale doit autant à Auguste Comte qu'elle doit à ses études de physiologie. Donc, après avoir lu Spencer, il fait une introduction à Spencer qui est connue sous le nom de Abrégé de psychologie, qui est en fait une introduction à l'abrégé psychologique de Spencer. Et en fait, quand vous lisez ça à rebours, parce que là c'est le jeune de Greff, il a quand même 40 ans, il commence sa carrière scientifique à l'âge de 40 ans, c'est une introduction à l'œuvre de Greff, ce bouquin de psychologie. Il annonce Spencer, en fait il s'annonce lui. Voilà. Donc c'est 4 ans plus tard qu'il publie son introduction à la sociologie et qu'il republie en même temps l'ouvrière d'Antelière en Belgique. Donc c'est une seconde édition et vous voyez cette seconde édition le préoccupe parce que la condition ouvrière le préoccupe tout le temps. La vraie question qui se pose, c'est la question de l'organisation sociale. C'est un peu comme Villermé, mais vous pouvez trouver ça chez Le Play, même chez les théoriciens réactionnaires. La vraie question qui est posée, c'est celle social. Il commence son livre par 150 000 jeunes filles sont exploitées. Et ça fera des mères qui seront incapables de produire des enfants en bonne santé et de les éduquer correctement. Voilà. Donc une vision catastrophique, et pas seulement catastrophiste, qui reflète la condition ouvrière, notamment la condition des jeunes filles dans l'industrie textile de la Belgique. Et c'est là que donc j'amorce le thème de mon intervention, c'est sociologie et engagement, quelle dialectique chez Guillaume de Greff. On s'aperçoit que ces recherches les plus théoriques sont toujours au service de cette intention sociale. Il faut résoudre la question sociale. Alors à partir de ce moment-là, il commence sa carrière scientifique à 40 ans, il va avoir une activité intellectuelle intense, puisqu'il va publier jusqu'en 1921, c'est-à-dire 3 ans avant sa mort, 26 ouvrages que j'ai essayé de classer, et j'ai découvert que, parce que bon, il y a un ouvrage qui s'appelle Philosophie positive. En fait, philosophie positive, c'est l'autre nom de la sociologie. Puisque la sociologie, ce n'est que la philosophie générale qui couvre toutes les autres disciplines, qui ne sont que des disciplines particulières. Vous voyez l'impérialisme sociologique, qui peut être encore le nôtre aujourd'hui d'ailleurs. Donc 11 ouvrages de sociologie, 7 ouvrages d'économie, 7 ouvrages de politique, c'est-à-dire qui posent la question du suffrage universel, qui posent la question de la représentativité, de quelle représentation avons-nous besoin, et plus un ouvrage de psychologie, mais de psychologie un peu particulière qu'on pourrait à la limite classer dans sa sociologie, qui serait le 12e ouvrage de sociologie, puisque pour lui la sociologie c'est une forme de psychologie collective, ce n'est qu'une psychologie d'un autre ordre, d'une psychologie supérieure. Et donc on peut dire
que chronologiquement et épistémologiquement, son engagement scientifique découle de son engagement social, et qu'il n'y a qu'une question qui se pose, c'est comment résoudre la question sociale. Et c'est celle de tout le monde, hein. C'est celle de Comte, c'est celle de Leplé, c'est celle de Marx. Et donc il existe deux voies, la voie révolutionnaire et la voie réformiste. Et là, il est possible qu'il y ait un petit malentendu si on s'en tient à une description un peu trop littérale de son engagement. Parce que si vous vous en tenez à son engagement, il a rencontré Pierre-Joseph Proudhon, il est sympathisant des libertaires, il a été candidat du Parti ouvrier, il a fait le programme du Parti ouvrier, il a une démarche clairement, non pas seulement athée, mais anticléricale, il prend des risques, il soutient son collègue Élisée Reclus, dont le cours est empêché pour anarchisme. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je relisais ce matin un texte que j'avais lu en 2008, c'est une biographie de De Graeff, et c'est intéressant de voir comment on réécrit l'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'on oublie de dire que cet engagement était très virulent, qu'on oublie de dire que s'il a quitté l'ULB, c'était en défense d'un anarchiste. Et puis, ce qu'on trouve dans ses écrits. Voilà. Donc là, je trouve qu'il y a un écart extraordinaire entre les deux. Vous avez l'impression du révolutionnaire, qui serait plutôt un camp marxiste. Il a fait énormément de leçons. Il a enseigné 3 ans le marxisme dans l'université nouvelle qui s'est créée après son départ de l'ULB. Eh bien, pas du tout. En fait, quand vous lisez son travail, il est beaucoup plus du côté de Comte que du côté de Marx. Alors, c'est quoi du côté de Comte ? Comte, comme tous les sociologues de son époque, constatait, comme le tableau de l'état social des ouvriers en France de Villermé, cette misère est effroyable. L'espérance de vie a considérablement chuté durant ces années-là. Et il prend l'exemple notamment de la dentelière. On ne peut pas laisser suivre ça. Donc, il est progressiste. Il est progressiste et en même temps, comme Comte, il adhère aux valeurs d'ordre. Continuité, changement. Et pour reprendre la devise de Comte, qui est devenue celle du Brésil, ordre et progrès. Et des deux côtés à la fois. Il faut de l'ordre et il faut du progrès. Et dans la Constituante, par exemple, il a cette affirmation qui peut nous paraître totalement surprenante, c'est de dire, voilà, il y a les conservateurs, il y a les libéraux et les socialistes. Ce sont les 3 courants politiques en Belgique. Il faut dépasser les 3. Et quel va être l'outil de ce dépassement ? Ça va être la sociologie. En gros, que nous dit-il ? Il nous dit, les sociétés, je vais reprendre les termes de Marx, ce ne sont pas les siens, mais l'idée est la même. Les hommes font leur histoire, mais ils ne savent pas qu'ils la font. Il est temps qu'ils sachent qu'ils la font. Et c'est la sociologie qui doit les aider à la faire. Donc pour l'instant, on était dans une évolution inconsciente, par habitude et par instinct. Il utilisait ce terme, par habitude et par instinct. Maintenant, nous sommes arrivés dans l'ère du contrat, d'où le reproche qui lui avait été fait par Durkheim. Le contrat fonde les sociétés humaines, mais seulement à la fin de leur histoire. La fin de l'histoire des sociétés humaines, c'est les sociétés bourgeoises, industrielles, européennes. Hein. C'est ça l'aboutissement de l'évolution humaine. Il est darwinien, il est spencerien, et il y a un début et une fin, et la fin, c'est la Belgique de 1882. Voilà, il n'y a plus qu'à trouver la bonne constitution, et si on trouve la bonne constitution, normalement, les problèmes doivent s'effacer. C'est-à-dire qu'on résout la question sociale, on résout la question politique, on résout la question de la représentativité. Alors, ça peut nous paraître étonnant, et c'est vrai que De Graeff a un côté très ingénieur social, il est un peu utopiste, il imagine. Alors, qu'est-ce qu'il imagine ? Peut-être qu'il faudrait qu'une seule chambre, il concède qu'il puisse y en avoir 2. Une chambre élue au suffrage universel, sur la base du territoire, et une autre chambre qui représente les intérêts. Une espèce de conseil économique et social, comme on dirait chez nous en France, mais qui aurait un pouvoir de faire les lois. Et quels seraient les intérêts ? Il y a 5 groupes sociaux. Et le 5e, donc il y a les artisans, les agriculteurs, les ouvriers, mais le 5e sont les intellectuels. C'est-à-dire que les intellectuels se représentaient en tant que groupe social, ayant d'un droit de vote proportionnel à l'importance qu'ils auraient dans la société. Voilà. Donc ça, c'est un côté assez curieux, assez utopique. Alors, tout ça n'est pas dépendant de sa sociologie, parce que ce que je cherchais à trouver, c'est quelle est la dialectique, à quel va-et-vient entre les deux. Ordre et progrès, ben vous retrouvez ça dans sa sociologie. Et ça ne vous étonnera pas, on retrouve ça chez Comte, on retrouve ça d'une certaine mesure chez Durkheim, statique et dynamique. Donc son livre Introduction à la sociologie comporte une partie statique et une partie dynamique.
Alors, sa carrière universitaire, il ne la commence pas à 40 ans avec ses premières œuvres, il la commence beaucoup plus tard, à 47 ans, en 1889, quand il est intégré à l'ULB. Il devient agrégé de sciences sociales, sans concours, sans thèse, sur la base des travaux que je vous ai énumérés. La dentelière en Belgique, l'introduction à la sociologie et l'introduction à la psychologie. Voilà. Donc on décide que, compte tenu de ces travaux, on fait abstraction de ces pamphlets, il est apte à enseigner à l'Université libre de Bruxelles, mais il n'a pas le titre de professeur parce que ça les embête, ça embête le recteur, il n'a pas envie de lui. Et donc il y a le président du conseil d'administration, je ne sais pas si c'est une chose que le recteur d'ailleurs, je ne connais pas l'organisation. Le président du conseil d'administration lui dit, dans l'intérêt même de la dignité du corps professoral, vous ne serez pas professeur. Et le recteur lui dit, écoutez, je vous nomme, mais c'est vraiment parce que je n'ai pas pu faire autrement. Bon, donc bienvenue au club, on le met à l'aise, vous voyez. Il va pouvoir tout à fait sereinement enseigner, et pas très longtemps, parce qu'en fait, il est en 1893, il y a la fête, et il y reclus. Donc c'est un cours qui est reporté parce qu'il y reclus, il est anarchiste, et l'Université libre de Bruxelles est libérale jusqu'à un certain point, pas trop. D'ailleurs, je vous disais ce matin, je relisais un texte, et c'est rigolo de confronter les biographies, parce qu'en fait, De Graeff signe une pétition de soutien à son collègue. Donc il y a une agitation des étudiants, et puis il y a des professeurs qui signent un appel en disant qu'il a le droit de faire cours. Et donc il est démissionné. Mais vraiment démissionné, c'est-à-dire qu'on considère qu'il s'est mis de lui-même hors de l'université de Bruxelles, vous connaissez la formule. Or, dans la biographie, la seconde biographie que j'ai lue, on dit qu'il démissionne de l'université de Bruxelles, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. Et donc on lui demande des excuses qu'il refuse de faire. Donc le 1er février 1894, il est démissionné et il va créer l'université nouvelle à Bruxelles, dont il devient le recteur. Et il enseigne la philosophie, il enseigne l'histoire de la philosophie, il enseigne la logique, et il enseigne la morale. Et c'est donc la même année, en 1894, qu'il est invité par Ernest Solvay à collaborer à l'Institut de sociologie qu'il va créer dans de très beaux locaux dont j'ai vu la photo et que je souhaiterais bien visiter d'ailleurs. Donc pas très longtemps, 6 ans, puisque en 1900, Ernest Solvay met fin à la collaboration qui, à mon avis, c'est l'interprétation que j'en donne, mais je sais que Thomas Séguin nous donnera davantage d'informations que je n'en ai. C'est une collaboration qui reposait sur un malentendu. Parce que De Graeff voulait faire sa sociologie, alors qu'Ernest Solvay avait une idée, lui, de la sociologie qu'il convenait de faire, et je pense qu'il n'était pas d'accord sur ce qu'il convenait de faire. Enfin. Donc, je vais m'arrêter là sur la présentation, pour conclure tout de même que De Graeff est apparu comme un révolutionnaire. En fait, vous avez vu que s'il était contestataire, il était certainement, il était aussi institutionnel. Il était même avocat, professeur, il était réintégré à l'ULB après. Un recteur est arrivé qui a dit bon, allez, on arrête les disputes, et il revient à l'ULB, l'université nouvelle, donc se dissout à l'intérieur de l'ULB. Et De Graeff était un institutionnel, puisqu'il a tout de même été recteur de l'université nouvelle. Mais en 1900, il est nommé président de l'Institut de sociologie de Paris. En 1911, il devient membre de l'Académie royale de Belgique. Alors, en 1913, il est membre de la commission chargée de réviser la loi communale et provinciale. Et finalement, pour conclure, l'importance de Graeff, je vais citer une phrase que j'ai trouvée dans une de ses biographies, c'est qu'il fut le premier Belge à avoir acquis une réputation internationale comme sociologue.